Dans cette seconde partie, nous allons décrire en détail le procédé de lecture d'un disque enregistré. Nous verrons ensuite quelques éléments du codage binaire. Enfin, pour le cas précis d'un enregistrement numérique sonore, nous décrirons les différentes actions mises en jeu, de la prise de son initiale à l'écoute finale. L'élément de base est le lecteur CD, lecteur DVD ou lecteur Blu-ray. Nous l'avons vu, il utilise un faisceau laser de longueur d'onde spécifique, focalisé sous la surface du disque pour faire la lecture du relief inscrit au sein du support. L'élément principal du lecteur est le bloc optique. C'est un système optomécanique très complexe qui comprend la diode laser, le système de focalisation et de renvoi du faisceau vers un détecteur constitué d'une cellule photodiode à 4 ou 6 cadrans, et enfin le système de suivi de la spirale qui utilise un procédé très complexe de tracking utilisant 2 ou même 3 faisceaux laser. Voici un baladeur CD couvercle ouvert. On aperçoit nettement le bloc optique en noir qui comprend le système de mise en rotation du CD ainsi que la lentille de focalisation qui peut se translater du centre vers le bord du disque. À l'intérieur de l'appareil se trouve toute l'électronique de commande ainsi que l'alimentation. Le baladeur est un appareil très complexe qui comprend beaucoup de technologies optiques mais aussi et surtout beaucoup d'électronique. Si l'on simule la présence d'un CD avec l'action d'un tournevis sur un interrupteur de commande, on constate que le moteur se met en route et que la lentille du bloc optique cherche à trouver la position du sillon à la surface du disque par un mouvement périodique de va-et-vient. Cette diapositive et les suivantes vont nous permettre de bien comprendre comment se fait la lecture d'un disque préenregistré. Nous avons représenté ici le disque optique vu en coupe avec la spirale qui présente une partie plate et 2 creux ou alvéoles de longueurs différentes. En bas de la figure, nous avons le faisceau laser incident qui est focalisé à l'intérieur du disque. Un prisme ou un cube séparateur permet, après réflexion de la lumière sur la partie métallique du disque, de renvoyer le laser vers un système de détection composé ici d'un ensemble de 4 photodiodes. Lorsque le laser est réfléchi par la couche métallique, en dehors des alvéoles, comme ici sur la figure, l'intensité détectée par les photodiodes est maximale. Mais le disque tourne sur lui-même et à l'approche d'une alvéole ou d'un creux, le faisceau laser de longueur d'onde lambda 0 va forcément se retrouver à la fois réfléchi par la partie plate, mais aussi par le fond de l'alvéole. Cette situation est très particulière en optique. En effet, l'optique ondulatoire nous apprend que la lumière réfléchie par ces deux surfaces va donner naissance à des interférences qui pourront être soit constructives, soit destructives, en fonction de la profondeur H de l'alvéole. Dès lors, on comprend l'idée qui va permettre de détecter facilement le passage du plat au creux. La lumière réfléchie à cet instant précis sera minimale, voire nulle, si les interférences sont destructives. Cela revient à écrire que la différence de chemin optique delta est égale à 2n que multiplie h est égale à lambda 0 divisé par 2, où n est l'indice de réfraction du disque. Dans ce cas, comme représenté sur la figure, l'onde réfléchie par le plat est en opposition de phase par rapport à celle réfléchie par le fond de l'alvéole. Il en résulte une intensité lumineuse totale quasiment nulle. La profondeur d'un creux doit donc exactement correspondre à lambda 0 divisé par 4n, ce qui donne 0,12 micromètres pour le CD. Puis le CD continue à tourner et le faisceau est à nouveau réfléchi avec un maximum d'intensité puisqu'il rencontre le fond de l'alvéole constitué d'une surface métallique. Pour résumer, on constate que l'intensité réfléchie est maximale partout, sauf lorsque le faisceau est à cheval, si l'on peut dire, entre un plat et une alvéole. Dans ce cas précis, l'intensité détectée est très faible, voire nulle. Sur certains supports optiques, l'information peut être enregistrée sur plusieurs couches afin d'augmenter la capacité de stockage. Dans ce cas, il faut agir sur le bloc optique du lecteur afin de focaliser le laser à différentes profondeurs au sein du disque.
puisque le système de détection est réglé afin de récupérer principalement la lumière issue du point de focalisation du laser, il devient possible, en translatant vers l'avant ou l'arrière le bloc optique, de récupérer l'information provenant des différentes couches du disque. Il ne suffit pas de pouvoir lire le relief inscrit au sein du support optique. Encore faut-il être capable de le transformer en une écriture spécifique qui permettra de connaître les informations stockées sur le disque. C'est le rôle du codage binaire. Comme son nom l'indique, le codage binaire consiste à écrire une série de 0 ou de 1 en fonction des informations présentes sur le support. Ces deux nombres sont appelés bits pour binary digit. Ainsi, un mot de 8 bits correspond à une série de 8 caractères formés exclusivement des nombres 0 ou 1. En fait, le 1 ne correspond ni à un creux, ni à un plat, mais au passage de l'un à l'autre. Le reste sera codé 0. Cela est sans doute plus clair sur cette animation, qui montre l'évolution de l'intensité lumineuse détectée lors de la rotation du disque. Chaque fois que le faisceau est réfléchi à la fois par un plat et un creux, l'intensité lumineuse chute et le système code avec le nombre 1. Partout ailleurs, le codage est 0. La distance séparant deux nombres est de 0,278 micromètres lorsqu'on utilise le système de codage dit EFM, qui associe à chaque mot de 8 bits un nouveau mot de 14 bits. En fait, pour simplifier le nombre de transitions 0,1, un codage spécifique supplémentaire permet de ramener la tension à 0 à chaque fois qu'un 1 est rencontré. De cette façon, la tension mesurée devient une copie conforme du relief inscrit au sein du disque, ce qui facilite le codage final. L'objectif de cette vidéo est d'observer la variation au cours du temps de l'intensité lumineuse réfléchie par le CD au cours de sa lecture. Comme vu précédemment, le faisceau laser parcourt un sillon et l'intensité lumineuse réfléchie est recueillie par les photodiodes de lecture. Ici, le lecteur a été modifié afin de récupérer le signal électrique délivré par les photodiodes. Ce signal est visualisé sur un oscilloscope. L'axe horizontal est le temps, la lecture de la musique enregistrée, et l'axe vertical représente une variation de la tension électrique. Cette tension est proportionnelle à l'intensité laser réfléchie lors du déplacement le long du sillon. Démarrons la lecture du morceau de musique gravé sur le CD. Ici, la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Avec une vitesse de défilement du sillon de 1,2 mètres par seconde, c'est près de 6 millions de creux qui sont lus par le faisceau laser à chaque seconde. Arrêtons-nous à cet instant. L'échelle horizontale, le temps est de 2,5 microsecondes par carreau. Cela représente un déplacement de 3 micromètres le long du sillon du CD. L'écran de l'oscilloscope, qui comprend 10 carreaux horizontalement, correspond donc à 30 micromètres, soit la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. Sur cet intervalle, on remarque que la tension électrique correspondant à l'axe vertical varie entre deux valeurs extrêmes. Rappelons que cette tension est proportionnelle à l'intensité laser réfléchie lors de la lecture du sillon. L'intensité réfléchie est nulle chaque fois que le laser passe d'un plat à un creux en raison des interférences destructives. Ailleurs, elle demeure maximale. Après une étape de codage, nous observons la variation binaire du signal électrique. L'information binaire 1 ne correspond ni à un creux ni à un plat, mais au passage de l'un à l'autre. Le reste est codé 0. En conclusion, en considérant un disque audio par exemple, nous sommes à présent en mesure de comprendre les différentes étapes mises en œuvre de la prise de son initiale à l'écoute finale. Grâce à l'utilisation d'un microphone, le signal acoustique est transformé en un signal électrique. Un processus d'échantillonnage permet de transformer ce signal continu en une suite discontinue de nombres réels. Ainsi, pour retranscrire proprement le son audible par l'oreille humaine, une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz est nécessaire. Cela signifie qu'il faut 44 100 nombres à la seconde pour être fidèle au signal électrique continu enregistré par le microphone. Ensuite, un convertisseur analogique numérique permet le codage numérique de cette série de nombres.
Chaque suite de 8 bits représente un octet. Ce codage est utilisé pour matérialiser le son initial sur un support optique tel un CD, comme nous l'avons vu précédemment. La suite de 0 et de 1 forment alors une succession de plats et d'alvéoles après pressage du disque lorsqu'il s'agit d'un CD-ROM par exemple. L'utilisation d'un faisceau laser permet alors la lecture du relief du disque. Après codage, on retrouve la suite de bits précédentes. Un convertisseur numérique analogique permet d'effectuer l'opération inverse de décodage numérique afin d'obtenir une série de nombres réels qui pourra être convertie en un signal électrique continu. Finalement, ce signal est envoyé vers les enceintes acoustiques qui reproduiront le plus fidèlement possible le son initial avec un fonctionnement inverse à celui du microphone.